Le village de Krasnov par le temps, ses rues bordées de maisons en ruine et ses habitants accablés par la pauvreté. À la lisière du village se dressait une petite maison délabrée où Marik vivait avec sa fille, Lina. Les murs étaient fissurés, le toit fuyait lorsqu'il pleuvait, et l'air intérieur était chargé d'une odeur de désespoir. Marik n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Autrefois fier agriculteur, il avait tout perdu à cause de mauvaises récoltes, de dettes colossales et d'une addiction au jeu qui le consumait. Sa femme, incapable de supporter le poids de leurs difficultés, l'avait quitté des années auparavant, l'abandonnant ainsi que leur jeune fille. Marik était désormais un homme brisé, le visage marqué par le regret et les yeux creusés par la culpabilité. Lina, quant à elle, était une lueur d'espoir au milieu de la morosité. À 17 ans, elle était brillante, bienveillante et pleine de rêves. Elle passait ses journées à étudier à la lueur des bougies, ses manuels remplis de notes et de passages soulignés. Son rêve était de devenir médecin, de fuir le village et de changer le monde. Elle adorait son père, ignorant le sombre secret qu'il portait en lui. À l'insu de Lina, Marik vendait ses photos à un réseau de traite d'êtres humains depuis des mois. Désespéré de trouver de l'argent pour rembourser ses dettes, il s'était convaincu que c'était inoffensif, juste des photos, rien de plus. Mais la culpabilité le rongeait, surtout lorsqu'il voyait le regard de Lina, ses yeux emplis de confiance et d'amour. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le village, une élégante voiture noire s'arrêta devant la maison de Marik. Victor en sortit, un riche homme d'affaires à la réputation aussi froide que ses yeux bleus perçants. Vêtu d'un costume coûteux, ses chaussures cirées crissèrent sur le gravier à l'approche de la porte. Marik ouvrit la porte, le cœur battant la chamade. Il savait qui était Victor, comme tout le monde au village. Victor était un homme qui obtenait ce qu'il voulait, quel qu'en soit le prix. « Marik, » dit Victor d'une voix douce mais teintée de menace. « Il faut qu'on parle. » Marik s'écarta, laissant Victor entrer dans la maison faiblement éclairée. L'air devint plus lourd tandis que Victor prenait place à la table en bois branlante, son regard scrutant la pièce avec dédain. « J'irai droit au but, » dit Victor en se penchant en avant. « Je suis prêt à vous offrir 50 000 $ pour la virginité de votre fille. » Marik avait le souffle coupé. Il avait l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. « Quoi » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Tu n'es pas sérieux » lança Victor, les yeux brillants d'amusement. « Oh, je suis très sérieux. Tu as déjà vendu des morceaux d'aile, Marik. Pourquoi ne pas finir le travail ?» Les poings de Marik se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « C'est ma fille, ma petite fille. » L'expression de Victor se durcit, sa voix devint glaciale. « Et bientôt, elle sera ma propriété. » Réfléchis grec, Marik, 50 000 $. Assez pour payer tes dettes, assez pour prendre un nouveau départ. Ou préférerais-tu la regarder souffrir dans ce taudis jusqu'à la fin de ses jours? L'esprit de Marik s'emballa. Il pensa à Lina, à ses rêves, à la vie qu'elle méritait. Mais il pensa aussi aux agents de recouvrement qui avaient menacé de le tuer s'il ne payait pas rapidement. Il repensa au regard de Lina, ses yeux emplis de confiance. Pourrait-il trahir cette confiance? Pourrait-il vivre avec lui-même s'il le faisait? Comme s'il sentait son hésitation, Victor se pencha plus près, sa voix se réduisant à un murmure. « Tu n'as pas le choix, Marik. Tout est noise. C'est ta seule bouée de sauvetage. » Les épaules de Marik s'affaissèrent, la force de la lutte l'abandonnant. Il se sentait comme un homme au bord d'une falaise, sans aucun moyen de faire marche arrière. « Au revoir. Il faut que j'y réfléchisse, » balbutia-t-il. Les lèvres de Victor s'étirèrent en un sourire cruel. « Tu as jusqu'à demain. Ne me fais pas attendre. » Alors que Victor se levait pour partir, Lina fit irruption dans la pièce, le visage rayonnant d'excitation. Elle était dehors, occupée au petit jardin qu'elle avait planté, et avait entendu une partie de la conversation. « Papa, c'est vrai ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Vais-je enfin quitter cet endroit? » Look heard Merrick S.E. Sarah and Laura Garden. S.I. innocent. S.I. plein d'espoir. Il força un sourire, évitant son regard. « Oui, mon cher. Tu auras une vie meilleure. » Lina le serra fort dans ses bras. « Merci, papa. Je ne te décevrai pas, promis. » Marik la serra dans ses bras, les yeux remplis de larmes. Il se sentait comme un monstre de la pire espèce, mais il se disait que c'était pour elle. Elle aurait une vie meilleure, même si cela lui coûtait son âme.
Le lendemain, Victor revint, un contrat en main. Maric la signa d'une main tremblante, l'estomac noué par la culpabilité. Mais en rendant le stylo à Victor, l'homme d'affaires ajouta une clause glaciale. « Si elle résiste, dit Victor d'une voix glaciale, tu me dois le double de la somme ou la vie. » Le sang de Maric se glaça, mais il était trop tard pour reculer. Il avait fait son choix, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Tandis que Victor s'éloignait, Maric se tenait sur le seuil du cottage, regardant la poussière retomber sur la route. Il sentit une main sur son bras et se tourna pour voir Lina, le visage rempli d'excitation. « Papa !» dit-elle, « j'ai hâte de commencer ma nouvelle vie. » Maric força un sourire, mais intérieurement, il hurlait. Il avait vendu l'avenir de sa fille et savait qu'il ne pourrait jamais se regarder en face. Le lendemain de la signature du contrat par Maric, une élégante voiture noire arriva au chalet pour récupérer Lina. Elle avait passé la nuit à emballer ses quelques affaires, le cœur battant d'excitation. Elle portait une magnifique robe que Victor lui avait envoyée, un bleu profond qui scintillait au soleil, lui donnant l'impression d'être une princesse. Elle n'avait jamais rien possédé d'aussi exquis. Maric se tenait sur le seuil de la porte et regardait Lina monter dans la voiture. Ses mains tremblaient et il serrait une bouteille de vodka pour se calmer. Il buvait depuis l'aube, essayant d'apaiser la culpabilité qui le rongeait comme un animal enragé. « Papa !» dit Lina en se tournant vers lui avec un sourire radieux. « Tu ne viens pas ?» Maric força un sourire, même s'il avait l'impression que son visage allait craquer sous le poids de ses mensonges. « Non, ma chère, c'est ton moment. Va et rends-moi fier. » Lina le serra fort dans ses bras, chaud et plein de vie. « Je le ferai, papa. Je te le promets. » Alors que la voiture démarrait, Maric tomba à genoux, la bouteille lui échappant des mains. Il enfouit son visage dans ses mains, le corps secoué de sanglots. Des visions de Lina criant à l'aide lui traversèrent l'esprit, et il eut l'impression d'étouffer. Le trajet en voiture fut long, emmenant Lina loin du village, dans un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le domaine de Victor était un vaste manoir entouré de hauts murs et de portes gardées. Le domaine était impeccable, avec des jardins impeccables et des fontaines scintillant au soleil. Pour Lina, c'était un rêve. Victor l'accueillit à la porte, son sourire chaleureux mais son regard froid. « Bienvenue, Lina, » dit-il en lui prenant la main. « J'avais hâte de te rencontrer. » Lina sourit nerveusement, le cœur battant, mêlé d'excitation et de malaise. « Merci, monsieur Victor. Je suis tellement reconnaissante de cette opportunité. » Victor la conduisit à l'intérieur, la grandeur du manoir lui coupant le souffle. Des lustres en cristal pendaient au plafond, leur lumière se reflétant sur le sol en marbre poli. Les domestiques évoluaient silencieusement dans les couloirs, le visage impassible. « Commençons, voulez-vous » dit Victor en la guidant vers un grand escalier. « Nous commencerons par un entretien privé dans mon bureau. » Lina le suivit, l'excitation grandissante. Elle s'imaginait arpenter ces couloirs en tant qu'étudiante en médecine, l'avenir prometteur. Mais lorsqu'ils atteignirent le haut de l'escalier, Victor la conduisit non pas à un bureau, mais à une chambre somptueuse. La pièce était opulente, avec un grand lit à baldaquin, des draps de soie et de lourds rideaux de velours. Un frisson parcourut Lina lorsque Victor referma la porte derrière eux, le bruit de la serrure qui s'ouvrait résonnant dans le silence. « Monsieur Victor » dit Lina d'une voix tremblante. « Où est mon père? Qu'est-ce que c'est ?» Victor se tourna vers elle, son sourire se transformant en un sourire sombre et prédateur. « Ton père t'a vendu, ma chère. Tu es à moi maintenant. » Le cœur de Lina s'arrêta. Elle avait l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. « Non, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Too mens. Mon père ne le ferait jamais. »« Mais c'est vrai, » interrompit Victor d'une voix froide et moqueuse. « Il a signé le contrat lui-même. Tu n'es plus qu'une propriété, maintenant. » L'esprit de Lina s'emballa, ses pensées se transformèrent en un tourbillon de panique et d'incrédulité. Elle recula, son regard parcourant la pièce à la recherche d'une issue. Victor s'avança vers elle, lent et posé, tel un prédateur traquant sa proie. « N'aie pas peur, » dit-il d'une voix emplie d'une fausse gentillesse. « Je prendrai bien soin de toi. » La peur de Lina se transforma en rage. Elle attrapa un lourd vase en cristal sur une table voisine et le fracassa sur la tête de Victor. Il recula en titubant, le sang ruisselant sur son visage, son expression mêlant choc et fureur. « Espèce de petit » grogna-t-il, mais Lina n'attendit pas la suite.
Elle se précipita vers la porte, les mains à tâtons pour ouvrir la serrure. Elle l'ouvrit brusquement et courut dans le couloir, le cœur battant la chamade. Le manoir était en désordre, ses couloirs tournoyant dans tous les sens. Lina courait à l'aveuglette, le souffle court. Elle entendait Victor crier derrière elle, sa voix devenant plus forte tandis qu'il appelait ses hommes. « Trouvez-la, rugit-il. Ne la laissez pas s'échapper. » Lina tourna au coin d'une rue et se retrouva face à une impasse. La panique l'envahit, mais elle remarqua alors une petite porte presque cachée au bout du couloir. Elle l'ouvrit brusquement et descendit un escalier étroit jusqu'à un sous-sol faiblement éclairé. L'air était humide et froid, les murs tapissés de tuyaux rouillés. Les yeux de Lina s'habituèrent à l'obscurité, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Le sous-sol était rempli de cages, chacune contenant une jeune fille. Leurs yeux étaient creux, leurs visages décharnés et leurs corps couverts d'échymoses. « À l'aide !» murmura l'une d'elles d'une voix à peine audible. « S'il vous plaît !» Le cœur de Lina se brisa en réalisant l'ampleur de la cruauté de Victor. Elle s'empressa d'ouvrir les cages et de libérer les filles. L'une d'elles, une fille nommée Onia, la saisit par le bras. « Tu dois sortir d'ici » dit Onia d'un ton pressant. Victor enregistre tout. Les preuves pour le détruire sont dans son bureau, mais ses hommes te recherchent déjà. Lina hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Je reviendrai te chercher. Je te le promets. » Alors qu'elle se retournait pour partir, elle entendit des pas résonner dans l'escalier. Les hommes de Victor arrivaient. L'esprit de Lina s'emballa tandis qu'elle cherchait une autre issue. Elle repéra une petite ouverture dans le mur et l'ouvrit, se faufilant à travers juste au moment où les hommes faisaient irruption dans le sous-sol. Elle rampa par l'ouverture, ses mains et ses genoux raclant le métal. Des cris résonnèrent derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle émergea dans une réserve, le corps tremblant d'adrénaline. Lina savait qu'elle devait agir vite. Les preuves dans le bureau de Victor étaient son seul espoir de le faire tomber. Mais alors qu'elle se faufilait dans le manoir, elle entendit ses hommes fouiller chaque pièce, leur voix se rapprochant. Elle atteignit le bureau et se glissa à l'intérieur, verrouillant la porte derrière elle. La pièce était remplie d'étagères remplies de livres et d'objets précieux, mais son regard fut attiré par le grand bureau au centre. Elle fouilla les tiroirs, les mains tremblantes, cherchant quelque chose qui pourrait l'aider. Finalement, elle trouva une clé USB étiquetée « Preuve ». Elle le serra fort, le cœur battant. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle entendit la poignée de la porte grincer. « Elle est là !» cria une voix. Le souffle de Lina se bloqua. Elle était piégée. La nuit était froide et impitoyable tandis que Lina et Onia avançaient à travers la forêt dense entourant la propriété de Victor. Onia était à peine consciente, affaiblie par les mois de captivité et les blessures subies lors de leur évasion. Lina la soutenait du mieux qu'elle pouvait, mais chaque pas était un combat. « On y est presque », murmura Lina, sans savoir si elle cherchait à rassurer Onia ou elle-même. « Attends un peu. » Onia toussa, le souffle court et saccade. « Lina, je n'en peux plus. » Lina s'arrêta et déposa doucement Onia au sol. Le clair de lune filtrait à travers les arbres, projetant une pâle lueur sur le visage d'Onia. Elle était pâle, la peau moite et ses yeux étaient emplis de douleur. « Ne dis pas ça, » dit Lina d'une voix brisée. « On va y arriver. Je vais te chercher de l'aide. » Onia secoua faiblement la tête. « C'est trop tard pour moi. Mais toi, tu dois finir ça. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé USB qu'elle glissa dans la main de Lina. Elle a tout. Les vidéos, les disques, tout ce qu'il faut pour le détruire. Lina fixait la clé USB, le cœur battant. « Onia, je ne peux pas faire ça sans toi. » Onia resserra son étreinte, son regard rivé sur celui de Lina. « Promise-moi que tu le feras payer. » Des larmes ruisselèrent sur le visage de Lina tandis qu'elle hochait la tête. « Je te le promets. » La main d'Onia retomba, ses yeux se fermèrent tandis qu'elle rendait son dernier souffle. Lina serrait fermement la clé USB, son chagrin se transformant en une rage brûlante. Elle ferait payer Victor pour ce qu'il avait fait, non seulement à elle, mais aussi à Onia et à toutes les autres filles dont il avait détruit la vie. Le lendemain matin, Lina se rendit dans la ville la plus proche, le corps endolori et l'esprit en ébullition. Elle trouva un petit cybercafé et utilisa ses derniers sous pour louer un ordinateur. Elle inséra la clé USB et se mit en quête de quelqu'un qui pourrait l'aider. Ses recherches la menèrent à Elena, une journaliste d'investigation qui tentait de démasquer Victor depuis des années.
Ces articles étaient remplis d'accusations contre Victor, mais elle n'avait jamais réussi à rassembler suffisamment de preuves pour le faire tomber. Lina lui a envoyé un message, les doigts tremblants tandis qu'elle tapait. « J'ai la preuve, mais j'ai besoin de ton aide pour le faire tomber. » Quelques heures plus tard, Elena répondit. Elles convinrent de se retrouver dans un parc isolé, à l'abri des regards indiscrets. En voyant Elena approcher, Lina ressentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. Elena était une grande femme au regard perçant, pleine de détermination. Un seul regard vers Lina lui suffit pour comprendre qu'elle était sérieuse. « Dis-moi tout, dit-elle. Lina lui tendit la clé USB. Elle contient tout. Vidéo, dossier, nom, tout ce qu'il faut pour le démasquer. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent tandis qu'elle parcourait les fichiers sur son ordinateur portable. C'est incroyable. Avec ça, on va enfin pouvoir le vaincre. La voix de Lina était féroce. Fais en sorte que le monde sache qui il est. Elena hocha la tête, l'air résolu. Nous veillerons à ce qu'il paie pour ce qu'il a fait. Pendant ce temps, au village, Merrick s'effondrait. Il buvait sans arrêt depuis le départ de Lina, rongé par la culpabilité et la paranoïa. Il la voyait partout, dans l'ombre, dans le reflet de sa bouteille, dans ses rêves. Sa voix résonnait dans son esprit, l'accusant de trahison. « Comment as-tu pu, papa » murmura-t-elle. « Comment as-tu pu me vendre ça » sanglota Merrick en se tenant la tête. « Je suis désolé, Lina. Je suis tellement désolé. » Il essaya de couvrir sa voix avec plus d'alcool, mais cela ne fit qu'empirer les choses. Il traversa le village en titubant, l'esprit embrumé par la culpabilité et la peur. Les villageois l'évitaient, leurs murmures le suivant partout où il allait. « Tu as entendu » demanda l'un d'eux. « Il a vendu sa propre fille. »« Un monstre » murmura un autre. Merrick aurait voulu crier, leur dire qu'il ignorait ce que Victor allait faire. Mais au fond, il savait que c'était un mensonge. Il le savait, il l'avait fait quand même. Cette nuit-là, les hommes de Victor arrivèrent au village. Ils se déplaçaient comme des ombres, le visage dissimulé sous des capuches. Ils encerclèrent la maison de Merrick, leurs intentions étant claires. Merrick était à l'intérieur, inconscient sur le sol, lorsque les premières flammes apparurent. Il fut réveillé par le craquement du bois et l'odeur de fumée. Il se releva en titubant, le cœur battant la chamade en réalisant ce qui se passait. « Lina » cria-t-il d'une voix rauque. « Lina, où es-tu » Mais Lina n'était pas là. Les flammes se propagèrent rapidement, consumant la maison en quelques minutes. Merrick parvint de justesse à s'échapper, s'effondrant au sol, tandis que le feu faisait rage derrière lui. Les villageois observaient la scène de loin, le visage empli de peur et de colère. Personne ne vint à son secours. Quelques jours plus tard, Lina retourna au village, le cœur lourd de chagrin et de rage. Elle avait entendu parler de l'incendie et savait que les hommes de Victor en étaient responsables. Elle trouva Merrick dans les bois, blotti sous un arbre, le visage émacié et les yeux creux. « Papa » dit-elle d'une voix froide et tranchante. Merrick leva les yeux écarquillés de stupeur. « Lina, tu es vivante. » Les yeux de Lina brillaient de fureur. « Tu m'as vendu. Tu n'es pas mon père. » Le visage de Morek se décomposa, des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. » Lina s'approcha, la voix tremblante de colère. « Tu n'as pas voulu savoir. Tu m'as vendu comme si j'étais une moins que rien. » Merrick tendit la main vers elle, les mains tremblantes. « Je suis désolé, Lina. Je suis tellement désolé. » Mais Lina recula, l'air dur. « Être désolé ne suffit pas. Tu devras vivre avec ce que tu as fait. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant Merrick seul dans les bois, ses sanglots résonnant à travers les arbres. L'article fit l'effet d'une bombe. L'enquête d'Elena, accompagnée des images accablantes de la propriété de Victor, se répandit comme une traînée de poudre sur Internet. Les gros titres étaient incessants, le réseau de traite d'êtres humains démasqué, les crimes de Victor Ivanov dévoilés. Les vidéos étaient cruelles, montrant les cages, les filles et le code de conduite de Victor, une cruauté calculée. La nation était indignée. Des manifestations ont éclaté dans les villes et villages, réclamant justice pour les victimes. Le visage de Victor était omniprésent, sur les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux et sur les pancartes. La pression sur les forces de l'ordre était immense. Quelques jours plus tard, Victor était arrêté. Mais Victor n'était pas un criminel ordinaire. Fort de sa fortune et de ses relations, il fut libéré sous caution presque immédiatement.
La nouvelle de sa libération déclencha une indignation encore plus grande, mais Victor resta satisfait, convaincu qu'il pouvait s'en sortir sans rien payer. La salle d'audience était bondée le jour du procès de Victor. Journalistes, Millie, ANTS et curieux, les yeux rivés sur l'homme devenu le visage du mal. Lina était assise au premier rang, les poings serrés, le cœur battant. Quand son tour arriva, elle s'avança à la barre, la tête haute. Elle sentait le regard froid et calculateur de Victor posé sur elle, mais elle refusa de le regarder. Elle jura de dire la vérité, puis commença à parler. Sa voix était posée tandis qu'elle racontait les horreurs qu'elle avait endurées. La trahison, la captivité, l'évasion. Elle décrivit le sous-sol, les cages et les filles brisées par la cruauté de Victor. Le silence régnait dans la salle d'audience, le poids de ses mots pesant lourdement. Une fois son témoignage terminé, l'avocat de Victor tenta de la discréditer, mais Lina tint bon. Elle se tourna vers Victor, les yeux brillants de défi. « Tu pensais pouvoir me briser ?» dit-elle d'une voix rauque. « Mais tu m'as rendu plus fort. » s'exclama Victor en s'adossant à sa chaise comme s'il appréciait le spectacle. « Tu n'es qu'une fille, » dit-il d'une voix pleine de condescendance. « Vous pensez que cela change quelque chose ?» Le juge frappa de son marteau, faisant taire les murmures qui parcouraient la salle d'audience. « À l'ordre, Monsieur Ivanov, vous vous abstiendrez de parler aux témoins. » Lina soutint le regard de Victor, sa détermination inébranlable. « Ça change tout, » dit-elle doucement. « Parce que maintenant, le monde sait qui tu es. » Pendant le procès, Marik vivait dans l'ombre. Il était devenu un fugitif, hanté par les hommes de Victor et rongé par sa culpabilité. Il avait vu les informations, le visage de Lina sur tous les écrans, et il savait qu'il devait faire quelque chose pour se racheter. Une nuit, il s'est infiltré dans la propriété de Victor, déterminé à trouver davantage de preuves pour assurer sa condamnation. Le manoir était étrangement silencieux, les couloirs sombres et vides. Marik avançait prudemment, le cœur battant, cherchant quelque chose qui pourrait l'aider. Il trouva ce qu'il cherchait dans le bureau de Victor, un coffre-fort caché rempli de documents, de disques durs et d'argent liquide. Mais alors qu'il rassemblait les preuves, la porte s'ouvrit brusquement et les hommes de Victor firent irruption. Marik riposta, mais il était en infériorité numérique. Ils le frappèrent sans pitié, leurs poings et leurs bottes s'abattant avec une force brutale. Une fois terminé, ils le laissèrent étendu sur le sol, ensanglanté et brisé. Tandis qu'il perdait connaissance par intermittence, Marik pensa à Lina. Il sortit son téléphone, les mains tremblantes tandis qu'il tapait un message. « Je suis désolé. Je t'aime. » Il appuya sur « Envoyer » juste au moment où l'obscurité s'installait. Le procès s'est terminé et le verdict a été unanime. Victor était coupable de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience a éclaté en acclamation lorsque le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lina a ressenti un soulagement, mais il a été de courte durée. Tandis qu'on emmenait Victor, menotté, il se pencha vers elle, sa voix basse et menaçante. Ce n'est pas fini. Le sang de Lina se glaça, mais elle refusa de lui laisser voir sa peur. Elle se tenait droite, les yeux rivés sur lui tandis qu'on l'emmenait. Tandis que la foule se dispersait, Lina reçut le message de Marik. Son cœur se serra à la lecture de ces mots, ses émotions mêlées de colère, de chagrin et d'amour. Elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, mais elle savait une chose. Elle ne pouvait pas laisser Victor gagner. Elle se tourna vers Alena, l'air déterminé. « Nous n'en avons pas encore fini. Victor est peut-être derrière les barreaux, mais son empire tient toujours. Nous devons le détruire, morceau par morceau. » Alena hocha la tête, le regard empli d'admiration. Nous veillerons à ce qu'il paie tout. En sortant du tribunal, Lina sentit une lueur d'espoir. Le combat n'était pas terminé, mais elle était prête. Victor avait tenté de la briser, mais il avait échoué. Elle était plus forte désormais et ne cesserait jamais de se battre pour la justice. La transformation de Lina, de victime à figure d'espoir, est tout simplement extraordinaire. Son parcours, marqué par la douleur et la résilience, culmine avec sa décision de consacrer sa vie à aider ceux qui ont souffert comme elle. Elle crée la Fondation Phoenix, un refuge pour les survivantes de l'exploitation, leur offrant ressources, accompagnement et une chance de reconstruire leur vie. L'histoire de Lina inspire d'innombrables personnes, et sa fondation devient un symbole de courage et de renouveau. Pourtant, malgré son nouveau but,
Lina sait qu'il lui reste un chapitre à clore. Elle rend visite à Marik en prison, l'homme qu'il a autrefois retenu captive, mais qui lui a aussi sauvé la vie dans un moment d'humanité inattendu. La rencontre est tendue, l'atmosphère chargée d'émotions inexprimées. Marik, devenu l'ombre de lui-même, est assis en face d'elle, les mains tremblantes. Lina prend la parole la première, d'une voix posée et calme. « Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Marik s'effondre, ses sanglots résonnant dans la pièce froide et stérile. « Je suis vraiment désolé, Lina. Je t'ai laissé tomber. » Le regard de Lina ne vacille pas. « Si, tu l'as fait. Mais je ne laisserai pas ton échec me définir. » Ces mots sont une déclaration d'indépendance, une dernière brèche dans les chaînes qui l'ont autrefois entravée. Les remords de Marik sont palpables, mais Lina sait que sa guérison ne dépend pas de son repentir. Elle quitte la prison avec un sentiment d'abandon, prête à embrasser l'avenir pour lequel elle s'est battue. Mais alors qu'elle s'avance dans la lumière du soleil, son téléphone vibre, un message lui parvient. Son cœur s'emballe à la lecture de ces mots. Victor s'est échappé. Ce nom lui fait froid dans le dos, lui rappelant les ténèbres qu'elle croyait avoir laissées derrière elle. L'espace d'un instant, la peur menace de refaire surface, mais Lina se réfugie rapidement. Elle a parcouru un trop long chemin pour se laisser abattre par le passé. Lina se tient droite, le regard fixé sur l'horizon. Le vent lui ébouriffe les cheveux tandis qu'elle murmure à elle-même. « Je n'ai plus peur.